From somewhere in Paris City, in direct line with audience, it's Un, deux, trois Soleil. Tonight with your host, Philippe Benamou. Oui. Miss Viviane Bensoussan. History Man, Jean-Laurent Trobet. Yeah. Doc, Marie-Pascale Schleur. Ghosty Boy, Patrick Vidal. The Mistress, Marie-Françoise Blanchet. The Pilgrim, Jean-François Dossard. Daniel, Final Cut Febra. Question, Yann. And the great producer, Gilles Le Technique. And now, here it is, Un, deux, trois Soleil. Mais que dire après une telle intro, moi je me sens un petit peu coincé là du coup. Alors bon, bien sûr, ça a été dit, on est sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles, et vous écoutez 1, 2, 3, Soleil. Ouais. Alors, nous sommes le vendredi, je ne sais plus quel jour de mai, mais tout avance, tout va vite. Le 28. Le 28 déjà. Oui, le 28, ouais, c'est le 28. Gilou vient de se casser une dent sur le micro. Ah oui, il est 20h, et nous sommes en direct de nos studios, toujours éphémères, parisiens aujourd'hui, et comme tous les derniers vendredis de chaque mois. Radio Delta. Chers auditeurs, vous connaissez Radio Libre, indépendante, bénévole, une radio web. Ouais. La radio web qui fait travailler les francs-maçons et les francs-maçonnes sur des sujets maçonniques ou pas d'ailleurs. Une écoute en direct de notre émission 1, 2, 3 Soleil, toujours chaque dernier vendredi de chaque mois à 20h. Alors, ce soir, eh bien, on va se retrouver autour d'un thème d'actualité puisqu'on va parler de Napoléon. Tout à fait. Napoléon qui sera notre invité spécial tout à l'heure. Alors moi je voulais qu'on commence par une chanson. Napoléon est mort à Sainte-Hélène, son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine en train de... Alors, allez-y, en train de... Alors il y a plusieurs versions. On l'a retrouvé assis sur une baleine en train de compter les fils de son caleçon, en train de sucer les fils de son caleçon, en train de manger des fils de son caleçon, en train de manger du saucisson, en train de dîner avec le pharaon. Ah, moi j'ai travaillé le sujet quand même. Hein. Ouais. J'ai écouté plusieurs comptines et c'est rigolo parce que bon évidemment il faut que ça se termine en on à cause de Napoléon. Voilà. Et il a fait plein de trucs. Alors nous comme on a un mauvais esprit on pourrait inventer d'autres rimes mais on va pas le faire ce soir. Non c'est déjà fait. Parce que là c'est une émission tout à fait sérieuse. Alors, ce soir, autour de la table, Jean-Laurent Turbet, que tous nos auditeurs connaissent bien pour... Bonjour, mon cher Philippe. Alors, on a plus de films aussi sur YouTube, Jean-Laurent, bientôt, on va reprendre les Jean-Laurent raconte. Ça me manque beaucoup. Ça fait plusieurs mois. Et ça manque. Moi, tout le monde me dit, mais toi qui connais bien Jean-Laurent, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est malade. Justement, je l'ai fait quand j'étais malade. Donc, je vais mieux. Donc, mais oui, je vais reprendre. Et ça fait 6 mois que je promets la prochaine vidéo sur Papus. Donc la prochaine vidéo sera sur Papus. Papus, monsieur. Le docteur Gérard Encausse dit Papus. Ce soir, 1865-1916. Vous allez pouvoir nous étaler votre science de l'histoire de la franc-maçonnerie du Premier Empire. On a 2 heures, il faut que j'étale. Et vous allez nous parler en particulier, et entre autres, de François Colaveri. Ah oui. Un frère dans l'action, qui a entre autres écrit un ouvrage qui fait toujours référence sur deux ouvrages qui font toujours référence, mais sur Napoléon. Et même Pierre Mollier, avec qui j'en discutais récemment, me disait que la franc-maçonnerie des Bonaparte de François Colaveri était un excellent livre et qu'il est toujours d'actualité et qu'il prenait toujours beaucoup de plaisir à le consulter. Donc, vous allez nous en parler. Consulter, verbe dans lequel on a le mot consul. Voilà. Ça tombe bien. Alexandre, le premier consulté même, d'ailleurs. Après, il y a le second. Alexandre, bonsoir. Salut, Alexandre, bonsoir. Nouveau chroniqueur sur Radio Delta depuis 2 ou 3 émissions. Yeah. Alors là, ça va nous intéresser beaucoup, votre chronique, Alexandre, parce que vous allez nous parler du mystère qui entoure l'appartenance ou pas de Napoléon à la franc-maçonnerie. Voilà, tout à fait. Je pourrais peut-être dire que est-ce que Napoléon franc-maçon, vous répondez par oui, par non, puis on arrête l'émission, parce que finalement c'est ça que les auditeurs attendent. Oui, mais justement, mystère et boule de gomme, en fait. Et on peut encore écrire un livre. Merci Gilou. On salue également Fabrice. Bonsoir Fabrice, notre invité. Bonsoir. Profane, nouveau dans cette émission. Pas profane du tout, mais... Fabrice, moi je ne connais pas Fabrice. Hein. Il a vu de la lumière, il est rentré, il dit tiens, ils ont l'air sympa. Ça, en fait, apparemment. il est ni profane ni maçon, en fait, il n'a pas dit qui il était, donc... Vous me mégenrez, monsieur. C'est un mystère.
ministère de l'Ouest. Alors, nous avons également Igor qui est présent avec nous. Igor, ce soir, Igor Selector. Eh oui, absolument. Et bonsoir à tous. Le mot du diable boiteux, ça va être le titre de votre chronique. Ouais, c'est ça. Igor, j'ai un groupe de rock dont peut-être il pourra nous parler. Le Napoléon Rock. Oui, ça est autre chose. Ouais, voilà. J'ai fait un peu de nécromancie sur Talleyrand. Talleyrand. Voilà, Toujours Jean-François Dossa, notre pèlerin, qui est en général très discret, qui nous sert à boire, parce qu'il n'a qu'une seule envie, c'est qu'on roule sous la table et qu'on finisse pas l'émission, et c'est pas loin de marcher en fait. Absolument, Philippe, absolument. Bonsoir à tous. Gilles à la technique, toujours présent, et là je dois dire que c'est le seul aujourd'hui qui a un casque. C'est étonnant parce que je lui ai dit tout à l'heure, l'animateur, c'est le casque qui fait l'animateur, mais moi j'ai pas de casque. Alors, comment ça se fait ? Tout à fait, Philippe. Aujourd'hui, il n'y a que moi qui ai un casque, et c'est d'ailleurs le casque que nous avons reçu cette semaine, et j'ai oublié tous les autres. Il y a une valise à casque que nous avons oubliée. Donc, mais je suis prêt à te céder le casque moyennant. Non, ça marche pas très bien avec mon sonotone, donc on va la garder comme ça, quoi. Toujours Daniel. Alors Daniel aujourd'hui est venu avec sa caméra, il nous filme et évidemment il va nous faire un montage dont il a le secret. Il va capter nos sourires, nos émotions, nos grimaces et puis les moments forts de cette émission. Merci Daniel de nous filmer et de continuer à venir. Et puis merci pour ton cake aux olives, même si celui de la fois d'avant était un peu meilleur quand même que celui-ci, mais bon. Moi j'ai bien aimé celui de. Ça va venir. Il faut. Non, mais les auditeurs sont très très friands de ce qu'on peut manger et boire. Donc Daniel est notre fournisseur officiel de cake aux olives et il a changé de four. Enfin bref, ça nous intéresse pas trop, mais bon, il y a du progrès. Et je signale aussi que c'est Daniel qui a préparé cette émission, qui a fait le conducteur, oui, qui a choisi les thèmes, qui a invité notre invité Raphaël, qui est. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Raphaël. Raphaël, vous êtes prof de lettres. Oui. Professeur de lettres. Et évidemment, vous êtes là pour nous parler de Napoléon, et plus particulièrement de Napoléon, un homme littéraire. C'est ça. On va voir avec vous quelques instants. En même temps, cher Philippe, ce visage ne m'est point inconnu. Ne l'aurions-nous pas déjà rencontré sur cette antenne ? Eh bien si, c'était une émission... Vous avez plus de mémoire que moi, vous m'avez dit que c'était en novembre. Oui, alors c'était au mois de novembre. 2019. 2019. Voilà, c'était assez humide. Dans le monde d'avant. Une péniche. Une péniche. Et il était question de s'interroger sur ce qu'est une loge, et que peut-on dire de l'histoire d'une loge. Voilà, c'était ça, c'était intéressant. On avait, je crois, des personnes du DH, du droit humain, qui étaient là. Il y avait deux personnes du DH, aussi, de la GLMF aussi. Et ça s'était terminé dans un restaurant non loin de la côte, d'ailleurs. Et on va tout de suite donner la parole à Igor, qui nous a concocté une Igor chronique, comme il a le secret, et qui va nous parler par la voix de Talleyrand. Oui, on va tenter de faire ce qui n'est pas exactement dans les mémoires du prince de Talleyrand, c'est-à-dire le bilan finalement de. Je ne sais pas déjà qui est Talleyrand. Nous y revenons. Alors. Donc le diable en rit encore, ou le système impérial, par Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, évêque d'Autun, ministre des Relations extérieures de la France, grand chambellan, vice-grand électeur de l'Empire, et très accessoirement prince de Bénévent. Petite principauté d'Italie, Dieu seul sait où c'est, Dieu et le pape d'ailleurs. Voilà, lui dont l'esprit, le verbe et le système ont survécu à l'insulaire le plus célèbre de l'histoire de France. Lui qui avait compris que l'on ne crée rien en accordant que 2 minutes à toute chose, à commencer par les repas et les préliminaires. Lui dont la nièce a de belles choses à nous dire sur l'amour, mais c'est une autre histoire. Mais place au mot du cinéaste. Ouf, il est mort. Qui ? L'empereur ? Oui. Et on va donc pouvoir enfin parler de lui. C'est un événement considérable, n'est-ce pas ? Non, madame, ce n'est plus un événement, c'est une nouvelle. Et cependant, vous faites ouf. Oui, parce que le monde entier fait ouf en ce moment. Et je dois l'avouer, prince, que moi, je n'ai jamais aimé Napoléon. Ça n'a pas d'importance que vous croyez, madame. Et d'ailleurs, la question n'est pas là. La question n'est pas là ? Non, madame. Le jour où meurt Napoléon, la question n'est pas de savoir si vous l'avez aimé ou non. Car ce qui compte, en effet, n'est pas l'empereur qui or n'a plus soif les quais du métro parisien, mais la France.
Le système et non l'homme, l'histoire contre la mémoire, ceux qui la font en coulisses contre les têtes d'affiche. Alors qui de mieux que celui qui a fait Bonaparte pour raconter, non pas l'empereur, mais son système politique, son pouvoir personnel, sa fuite en avant et sa défaite face à l'hubris, intervenant peu avant celle infligée par les armées de l'Europe coalisée. Et je dois bien l'admettre, dit le prince, que j'ai été quelque peu dépassé par les événements. Ministre des Relations extérieures du temps du Directoire, j'ai eu besoin d'un militaire assez ambitieux pour l'aventure égyptienne, puis d'un sabre pour arrêter définitivement la révolution et servir d'instrument à un dernier coup d'État dont l'issue rassurerait l'Europe, stabiliserait la France et servirait de support à 20 traités de paix. Hein, voilà. Car c'est bien là le problème de l'Empire. Nous étions quelques-uns à l'avoir trouvé et organisé la suite, mais les événements m'ont quelque peu dépassé. D'un consulat imparfait mais encore libéral, nous sommes tombés dans l'impériale fuite en avant. Je me suis retrouvé dans l'obligation de placer l'intérêt du pays au-dessus de celui d'un régime dont la légitimité ne tenait au fil des années que sur l'invincibilité du chef et de ses armées. Car c'est bien là le problème de l'Empire. Cette forme politique ne repose que sur la conquête perpétuelle et n'aurait pu, malgré mes efforts, établir les bases d'un système européen. Ce régime tomba au fil des années dans l'excessif d'étiquettes, de violence et de personnalisation du pouvoir, et comme nous le savons, ce qui est excessif est insignifiant. L'Empire permettait avant tout à Napoléon de mettre sa fratrie sur les trônes d'Europe, à l'image de Joseph, qui, bien que roi de Naples, fut placé sur le trône espagnol, remplacé à Naples par Murat, qui n'était alors que roi de Westphalie, Joseph, dont les mésaventures ibériques allaient ébranler l'Empire, un empire qui tomba, en l'occurrence, dans le piège d'une guerre que l'on n'appelait pas encore asymétrique et indirecte. Mais c'est une autre histoire. Cette seule phrase, tirée d'une lettre m'étant adressée, résume presque à elle seule l'esprit qui animait l'empereur. Le prince Ferdinand, en m'écrivant, m'appelle son cousin. Tâchez, me dit-il, de faire comprendre à monsieur de San Carlos que cela est ridicule et qu'il doit m'appeler simplement sire, l'empereur se plaçant de fait au-dessus des têtes couronnées d'Europe dont la noblesse remontait sur des siècles et dont il devait sans doute se considérer comme l'égal ou le supérieur par ailleurs. Aussi, nous avons à mon sens le devoir de nous offrir le plaisir du devoir d'inventaire, de l'intégralité du règne, mais surtout des 100 jours, alors que nous étions attablés pour poser les bases d'un nouveau système européen aux côtés de Castlereagh, Nesselrode et Metternich, un système fondé sur le droit public et les frontières naturelles, là où l'Empire imposait au royaume et au peuple ses frères et ses soldats, et faisant payer à la France le sang de ses fils et des idéaux de la Révolution, cette même Révolution qui avait soulevé tant d'espoir et dans laquelle nous avions d'ailleurs joué un rôle non négligeable dans les premières heures de 89, celui à qui nous avions confié l'île d'Elbe a pris l'Europe à revers et permis à la France de connaître la défaite, puis l'occupation, au bout des 100 jours, qui allait reléguer notre pays dans l'arrière-cour diplomatique pendant les quelques décennies suivantes, avant que je n'aie l'opportunité de retrouver une ambassade à Londres et de créer la Belgique. Alors oui, madame, je dis ouf, et l'Europe avec moi. Mais je prédis que l'ombre de l'empereur ne cessera de planer sur la France et animera les débats 2 siècles plus tard, ce qui me laisse dire que le diable n'aura de cesse de rire de nos débats et de nos difficultés à créer du sens et de l'histoire, plus que de la mémoire. Voilà. Le prince de Talleyrand a parlé. Nous avions à cette table l'esprit du prince de Talleyrand. Merci Igor pour cette chronique très riche. On va maintenant donner la parole à notre invité Raphaël pour non pas sa chronique, mais son intervention. On va discuter autour du personnage littéraire de Napoléon. Ce qui est surprenant parce que souvent on ne s'attend pas à associer Napoléon à la littérature. Il y a eu de la littérature sur Napoléon, certes, mais je pense qu'on va aller un petit peu plus loin que ça. Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Ça, je pense que nos auditeurs ont compris qu'elle rayonnait. Et on va donc... Alors, Raphaël, les tympans aussi. Dites-nous tout sur ce personnage littéraire que vous voulez évoquer à travers la figure de Napoléon.
Alors déjà, ce n'est peut-être pas comme à la fin du film du Napoléon de Sacha Guitry, de le regarder avec les yeux du cœur, mais peut-être plus avec les yeux, alors peut-être pas de l'esprit, mais d'essayer de comprendre pourquoi Napoléon, au fond, est une légende. Alors, pourquoi Napoléon, homme littéraire ? C'est moins une allusion aux écrits de Napoléon. Napoléon a beaucoup écrit. Jeune, c'est-à-dire il a beaucoup esquissé. On trouve d'ailleurs ses œuvres complètes en 3 volumes, et ce sont essentiellement des projets, des esquisses sur tout sujet, de l'histoire, de la morale, de la philosophie, également des récits, un petit peu de récits autobiographiques. Et c'est un grand lecteur de Rousseau. C'est un grand lecteur de Rousseau, déjà un lecteur de Goethe. Il a un petit côté Werther. D'ailleurs, il envisagera même, comme le dit Werther, de mettre fin à ses jours parce qu'il est pris de mélancolie. On trouve déjà ce sentiment de la mélancolie très propre à ses contemporains. Mais ce n'est pas tellement sur cet aspect de Napoléon. On pourrait aussi, bien entendu, et ça s'est fait, se pencher sur sa correspondance. Mais par homme littéraire, c'est plutôt l'idée que Napoléon est le contemporain d'un bouleversement, d'une mutation dans le prolongement des Lumières. Finalement, c'est l'avènement au sens moderne de la littérature. Et qu'est-ce que l'avènement au sens moderne de la littérature ? Ça veut dire que ceux qui écrivent, la littérature, à tort ou à raison, prétend être une religion ou éclairer la religion, voire se substituer à la religion. Et au fond, quelles que soient les opinions des écrivains, les plus diverses, eh bien, ils ont cette conception de la littérature, que ce soit Chateaubriand, que ce soit Goethe, que ce soit un William Blake, bref, un Victor Hugo, ils ont cette conception, au fond. Et d'ailleurs, quand on regarde Victor Hugo, il commence par écrire des poèmes pour les Bourbons, d'ailleurs qui ne sont pas sans intérêt, loin de là. Il est légitimiste, et puis finalement... Déjà, Napoléon est présent, d'ailleurs, dans sa poésie. Il est présent comme l'homme de l'énergie, comme, au fond, l'homme que ne rive pas la naissance, l'homme qui s'affranchit quelque part, qui est un peu l'affirmation de l'individu, du sujet, donc du sujet qui parle. Et puis, peu à peu, il mettra beaucoup de temps pour devenir républicain, mais en tout cas, il cesse d'être légitimiste. Et moi, il y a un poème que j'aime bien, qui est dans Les rayons et les ombres. C'est un entretien qu'il rapporte avec Charles X. Et puis, finalement, il voudrait que Charles X reconnaisse, bah oui, au fond, le poète, c'est celui qui soutient les trônes. Et Charles X, il n'entend pas tout à fait comme ça. Il aime bien ce qu'écrit le comte Hugo, mais pas plus. Et finalement, le verbe, au fond, doit fonder une politique. Et bien entendu, qui dit politique ? Une politique qui s'appuie aussi sur du théologique, sur du religieux. Et à partir de ce moment-là, ça c'est le premier point, cette littérature. Et le second, je n'ai pas... Alexandre en dira bien plus que moi, mais si... C'est une petite idée comme ça. On considère que la franc-maçonnerie au sens moderne, la franc-maçonnerie dite spéculative, est en fait contemporaine, certes des Lumières, mais déjà qu'est-ce que ça annonce les Lumières ? De cet avènement de la littérature, de l'idée que l'homme quelque part se dit, s'émancipe, mais pour s'émanciper, il faut s'inventer, il faut s'écrire. Alors, quelque part, et ça serait quelque chose, moi, qui me passionne, de creuser le lien entre l'avènement de la franc-maçonnerie, enfin, comme conséquence de cet avènement de la littérature. Et là, j'englobe quelles que soient les opinions, parce que pour citer un frangin, alors je ne sais pas si on le commémorera, moi je trouve que c'est un sublime écrivain et sa pensée est passionnante, même si on pourrait la qualifier de réactionnaire. Il est mort la même année que Napoléon, un peu avant. C'est le frère de Maistre. Joseph de Maistre. Voilà, les soirées de Saint-Pétersbourg. Et même quelqu'un comme de Maistre, il est totalement marqué par Napoléon, pour cette même raison. Derrière de Maistre qui écrivait « L'homme en lui-même n'est rien, c'est un ballon qui a besoin de gaz pour gonfler ». Et il précise dans sa lettre, le gaz, religion, liberté. C'est assez extraordinaire, finalement, c'est une sorte de matérialisme. Donc on voit bien la période. Alors, juste un petit mot, je suis allé, je disais, pour me présenter,
ce livre que m'on avait offert pour un anniversaire, qui m'avait véritablement donné envie de la passion des livres, pas seulement des livres anciens, mais de tout ce qui tourne autour d'un livre, un livre comme une personnalité, presque comme quelqu'un qui existe, une personne. Je suis allé voir ce que dit Lascaz. Alors certes, on pourrait dire que le mémorial, on l'a appelé les évangélistes, c'est un petit peu de la propagande, mais je pense que c'est bien plus. Et j'ai retenu cette phrase. Il parle de Napoléon, Lascaz. Il parle de son histoire passée comme si elle avait déjà 300 ans de date. Ses récits, ses observations, le langage des siècles, c'est une ombre conversant aux Champs-Élysées de vrais dialogues des morts. Alors je ne sais pas si Napoléon était vraiment dans cette déprise des passions et de lui-même pour être capable de se distancier, mais je trouve la phrase très belle, et moi ce qui m'intéresse, c'est ce dialogue des morts. C'est ce dialogue des morts, et je trouve que Napoléon est homme littéraire. Pourquoi ? Parce qu'il va exister profondément dans des œuvres littéraires. Alors qu'on pense bien entendu à Balzac, il est l'un des personnages clés de la comédie de Balzac, de la comédie humaine, qu'on prenne le colonel Chabert, par exemple, et bien d'autres. Je ne reviens pas sur Victor Hugo, et dès les poèmes de jeunesse de Victor Hugo, parce que parfois on lit oui, Victor Hugo, mais seulement pour s'en prendre à Napoléon III. C'est tout à fait inexact. Alors on pourrait ensuite prendre du temps pour voir comment le Napoléon de Victor Hugo, je le dirais, évolue au même rythme que celui qui le scrute, qui le célèbre, qui le chante, mais néanmoins il est présent dès le départ. On pourrait bien entendu, comment ne pas penser à un Stendhal. Et oui, comment commence le Rouge et le Noir? C'est que le héros, il se cache pour lire, bon sang, le mémorial, et pour être quelque part un Bonaparte, un Napoléon, c'est-à-dire un homme qui va s'affirmer, qui va s'inventer, qui refuse quelque part un déterminisme et qui veut se dire. Parce que c'est ça, quand je dis Napoléon homme littéraire, pourquoi il fait écrire? Parce que pour s'inventer, pour s'affirmer, il faut être capable de parler, de se dire, de se raconter. C'est pas un hasard si à ce moment-là, il y a un genre littéraire qui prend de plus en plus d'importance, que l'on appelle le roman, au fond. Comment ne pas penser, puisque je parle de roman, à Tolstoï, l'un des grands romans où Napoléon est central, dans Guerre et paix de Tolstoï. Comment ne pas penser aussi à Grabeux, par exemple, Napoléon et les 100 jours. C'est dommage, là on commémore, je ne mets pas à commémoration du tout le sens de célébrer, mais ce serait bien s'il y avait des compagnies de théâtre, par exemple, qui montent les 100 jours de pièces énormes, romantiques, un drame immense de Grabeux, voilà, de se dire... Mais au-delà, parce que si je donne à la littérature un sens même plus large de l'esthétique, le cinéma va en faire un personnage clé. C'est pas seulement de faire des films sur Napoléon, c'est un peu comme si Napoléon était le cinéma. Et si on pense à des grands noms du cinéma, je pense à Abel Gance. Si le cinéma demande en son premier temps, c'est vraiment l'image-mouvement, pour reprendre la catégorie de Deleuze, image-mouvement, image-temps, eh bien, qu'est-ce que c'est que Dieudonné dans le Napoléon d'Abel Gance? C'est le mouvement en permanence. C'est extraordinaire, ce film. C'est un peu comme si Napoléon, c'était déjà avant le cinéma. Et sans du tout, une fois de plus, idolâtrer l'homme, ce n'est pas la question. Mais on voit dans la trajectoire de Napoléon ce que j'appelle véritablement sa légende, que je dissocierais d'une iconographie qui peut relever à bien des égards de la propagande, pour aller plus profondément dans cet homme qui, je dirais parce que ça le dépasse, qui va faire écrire et tout. Et puis enfin, dernier point, Napoléon va faire aussi philosopher. Et ça, on l'oublie trop souvent. Il va faire philosopher. Alors, il y a la fameuse lettre à Niethammer de Hegel, au lendemain de la bataille d'Iéna. J'ai vu l'empereur, cette âme du monde. J'ai vu l'empereur, cette âme du monde. Mais ce n'est pas seulement une lettre. Il est vrai que Napoléon joue un rôle dans la phénoménologie de l'esprit. Un siècle plus tard, Kojève, dans un séminaire de légende, le reprendra. Qu'est-ce que c'est au fond pour Hegel? Alors on peut bien entendu, et on doit d'ailleurs, toute philosophie, c'est pas une parole de vérité, ça se discute concept par concept, mais ce qui est quand même pas, c'est pas n'importe qui Hegel non plus. Et donc, il pose que pour lui, Napoléon, au fond, c'est la réalisation, l'accomplissement de l'État, et donc l'État comme accomplissement des Lumières, c'est-à-dire de la rationalité dans la chose du politique.
D'ailleurs, un petit passage, Napoléon aussi s'est entouré d'hommes des Lumières et même d'hommes d'Ancien Régime. Par exemple, je pense à Lebrun, qui je crois a été un moment consul, avait travaillé avec Maupoux, cette réforme de la justice à la fin du règne de Louis XV. Donc on trouve d'ailleurs dans l'entourage de Napoléon des hommes des Lumières qui avaient travaillé à des réformes avortées dès la fin de l'Ancien Régime. Ça, c'est intéressant. Mais pour en revenir, on voit bien ce que veut dire le Napoléon de Hegel. Mais on trouve également dans le Gai Savoir chez Nietzsche de très belles pages sur Napoléon, où là, Napoléon est présenté comme un lien entre l'esthétique, le politique, tout ces voilà. Et je voudrais juste finir, parce que ça me paraissait incontournable, bien entendu, c'est Edmond Rostand. Comment ne pas penser à l'Aiglon? Alors je disais, on ne monte pas les 100 jours de Grabeux, c'est dommage, c'est une pièce qui est quasiment jamais jouée, mais il faudrait aussi monter l'Aiglon, hein. Voilà, ce qui n'enlève rien, mais monter l'Aiglon. Et à l'acte 4, il y a une très belle réplique qui dit que justement, que la légende, que l'écriture, ça commence avec le nom. Les personnages se demandent si Napoléon était vraiment Napoléon. Et il y en a un qui répond « Napolé, l'éclair, on, le tonnerre ». Tout commence avec son nom. Alors peut-être qu'ils font un nom pour qu'une légende s'enclenche. Napoléon. Merci Raphaël. Il y a quand même deux des plus grands écrivains, pour moi, enfin, un peut-être plus populaire que l'autre, en tous les cas, qui ont maille à partir avec l'Empire, avec Napoléon. Un, tu l'as dit, c'est Victor Hugo. Moi, j'ai toujours ce poème, après la bataille, mon père, ce héros au sourire si doux, il y a un hussard de l'armée en déroute qui tombe, son père lui dit « donne-lui à boire », et puis le hussard lui tire dessus et « donne-lui tout de même à boire », dit mon père, etc. Enfin bon, on voit bien, c'est ce mythe du général Hugo. Oui, mon fils. Il y en a un deuxième, qui est récemment un écrivain beaucoup plus populaire, qui est Alexandre Dumas. Et son père, le général Dumas, était un général d'Empire, un des premiers métis d'ailleurs, enfin des Noirs qui ont une responsabilité importante dans l'armée, etc. Et donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même deux génies de la littérature du 19e siècle en France qui sont directement liés à un général d'Empire de Napoléon, où Napoléon est dans l'imaginaire constant de ces deux écrivains. Et puis tu disais tout à l'heure sur Napoléon et la littérature, peut-être il y a des choses qu'il n'a pas voulu. Il y en a une qu'il a voulu, mais je pense que son règne est entouré de deux œuvres littéraires majeures. Une qu'on connaît mieux, qui est celle de la fin, qui est le mémorial de Sainte-Hélène de Lascaz. Mais il y a un monument, je trouve, littéraire antérieur. Hélène, si tu nous entends. Qui est le journal de la Grande Armée. Parce que l'invention géniale de Napoléon d'écrire sa propre histoire quand il le fait, c'est chose qui n'est jamais. C'est le journal de la Grande Armée qui, jour après jour, relate les faits héroïques de Napoléon. Et donc fait qu'il va être une légende quand il revient, pratiquement, Napoléon. Puisque le journal de la Grande Armée, il n'est pas assez fou pour le mettre qu'à la Grande Armée, mais il l'envoie évidemment en nombre à Paris. Et donc la légende napoléonienne se construit dans le journal de la Grande Armée. Et donc, c'est Napoléon qui écrit ce journal de la Grande Armée. Non, il le fait écrire. Ouais. Il fait écrire un journal à la gloire de Bonaparte, enfin, du général faisant ses campagnes, qui s'appelle le journal de la Grande Armée, et qui est donc normalement pour la Grande Armée, mais qui est en fait distribué à Paris pour créer avant coup la légende napoléonienne. Oui, parmi les grands écrivains contemporains de Napoléon, et je pense au cœur aussi de l'œuvre, bien sûr je ne l'ai pas mentionné, mais c'est Chateaubriand. C'est Chateaubriand, c'est immense, les mémoires d'outre-tombe. Et alors, ce qui, moi, retient mon attention chez Chateaubriand, c'est que Chateaubriand, politiquement, est hostile à Napoléon, mais il ne peut nier la fascination que Napoléon exerce sur lui. Parce que là aussi, Napoléon, c'est l'homme qui s'invente, c'est l'homme de l'imaginaire. Et il y a ces pages très belles dans les mémoires d'outre-tombe pour Waterloo. Hein, il est aux côtés de Ludusite et pourtant il ne peut s'empêcher de penser à la bataille et à l'empereur. La relation qui existe entre Chateaubriand et Napoléon, Fumaroli a écrit un magnifique livre sur cette question, Le poète et l'empereur, admirable, montre bien que nous sommes au cœur de cette littérature au sens moderne de la notion, du concept, et si Chateaubriand, bien entendu, fait partie de ces héros de cette littérature avec un grand L, c'est-à-dire de cette littérature
qui au fond devient une sorte d'invention de l'individu, et je dirais presque en rivalité avec le religieux, c'est-à-dire reprend tout le théologique. Là, on est vraiment au cœur de la question. Et puis un point, et j'en arrêterai là, il faudrait aussi voir Napoléon avec cette grande question esthétique du néoclassique et de la référence à l'Antiquité, qui commence là aussi bien avant la période de l'Empire, mais qui me semble capitale, puisqu'on oublie trop souvent que la période des Lumières est liée à cette esthétique. C'est complexe. Il faudrait aussi se demander dans quelle mesure la maçonnerie au sens moderne, dans son esthétique, n'est pas liée, quel rapport avec le néoclassique. Raphaël, vous avez évoqué au tout début de votre présentation les correspondances de Napoléon. Est-ce qu'il y a eu des correspondances justement avec ses auteurs? Quelles sont la relation que Napoléon a pu entretenir de façon presque intime ou pas d'ailleurs avec ses auteurs? Est-ce qu'on la connaît? Alors avec Chateaubriand, c'est la détestation. Ah oui. Voilà, c'est la détestation. Et je pense dans les aussi... deux sens? Non. Dans les deux sens, et je dirais aussi dans les deux sens quelque part une fascination, oui. Parce que Napoléon aurait aimé que Chateaubriand fût à ses côtés. Parce qu'il est bien conscient de l'importance, le terme est faible, de Chateaubriand. Voilà. Et puis il y a la fascination aussi avec Goethe. Oui. Il y a cette fameuse rencontre devenue, alors là, qui fait partie de la mythologie littéraire. Goethe, j'ai vu un homme. Voilà. Bon, tout est là. Mais elle a eu lieu, cette rencontre. Elle a eu lieu. Oui. Mais les mots j'ai vu un homme. Ça, c'est Goethe, c'est Napoléon. Mais donc, ça va faire partie de tout l'imaginaire du 19e. Napoléon et Goethe. Voilà. Et alors, c'est Goethe qui rapporte ça dans ses entretiens avec Eckermann. Voilà. Donc on pose vraiment de ce que va être le 19e siècle littéraire, quelque part. Hein. Il y a un élément souvent... Jean-Laurent. Pardon, excusez-moi. Je vous présente. On a reconnu votre voix. Il y a un élément souvent qu'on oublie, c'est l'âge. Enfin, Napoléon quitte le pouvoir après Waterloo, il n'a pas 45 ans, il va mourir à 51 ans. Donc, je veux dire, tout est un accélérateur, et c'est vrai que du coup, dans cette accélération, il y a vraisemblablement eu des choses qui n'ont pas eu lieu, faute de temps. Pourtant, il écrivait 5 lettres à la fois, voilà, il avait une énergie débordante, mais enfin, il est mort à 51 ans, il a quitté le pouvoir à peine 45 ans, enfin, il avait 44 ans et quelques. Donc, on imagine mal cette fulgurance, et durant ces quelques années où il a le pouvoir, une petite dizaine d'années, donc entre 34, 35 ans et 45 ans, on a du mal à imaginer ça maintenant, la jeunesse des gens, etc., etc. Juin 1772. Sur les bords de Seine, un garde d'un nouveau genre fait son apparition. Le garde-noyade. Oh René, on n'est pas bien là? On est payé à regarder si des gens se noient. C'est vraiment la planque ce boulot. Oh, regarde là-bas, il y en a un qui s'agite. Oh bah merde, un noyé, pour notre premier jour. Vite, on va aller le sauver. Et une fois sur la rive... Bon, c'est quoi les consignes déjà? Ah oui, friction à l'eau de vie. Ok, insuffler de l'air dans la bouche du noyé. Ok, et lui souffler de la fumée de tabac dans le fondement. Hein, quoi? Bah oui, c'est dans le manuel. Il faut lui souffler de la fumée de tabac dans le fondement. À ce qu'il paraît, cela réveille les noyés. Tu sais, c'est la science, mon petit père, hein. Cela ne se discute pas. Ah bon? Mais on fait ça comment? On colle la bouche là-dessus, là? Non, regarde, il y a un tube de disponible dans la trousse, et une pipe et du tabac. Allez, vas-y, fume-lui dans le truc. Ah bah tiens, il se réveille. Monsieur, on vient de vous sauver grâce à cette pipe. Ah bah c'est beau la science. Et c'est depuis lors que l'on emploie l'expression se faire enfumer, même si aujourd'hui elle ne prend plus du tout le même sens. Voilà la petite histoire. Alexandre, ça va être l'heure de votre chronique, je crois. Je crois bien aussi. Parce que nos auditeurs attendent ça avec impatience. Ça, je suis patient, mais j'espère. Ah bah si, j'en suis sûr. Si, nous avons des témoignages. On a un jingle sur la... Oui, hein? Ah, tout à fait. Jingle, la chronique d'Alexandre. La chronique d'Alex. Ça va être en direct. C'est parti. Alors dites-nous, Alexandre, quel est ce mystère qui tourne autour de l'appartenance ou pas de Napoléon à la franc-maçonnerie? Justement, on se pose la question, en fait. Alors que l'on commémorait sans célébrer, et ça, justement, je pense que l'Élysée a écouté Radio Delta, parce qu'ils ont commémoré et pas célébré on a eu la un mort appel de juste Napoléon. après l'émission en nous disant merci. Voilà, merci les gars. pour cette inspiration. Non, mais je vous en prie.
La mort de Napoléon ce 5 mai 2021 et que plus de 90 000 livres ont été écrits depuis sa mort sur le sujet, peu ont véritablement traité un sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Napoléon était-il franc-maçon ? En d'autres termes, peut-être faut-il être franc-maçon pour être Napoléon ? Ou alors Napoléon était-il Napoléon parce que franc-maçon ? En fait, on ne saura jamais. Et plus que de parler du quasi-unique ouvrage qui traite de la question très précisément, Napoléon, empereur franc-maçon de François Collavéry, je me suis interrogé sur la raison de ce mystère. Et boule de gomme historique. Boule de gomme ? Pas tant que ça. Car il y a une chose qui est certaine. La période de l'Empire peut être considérée comme un âge d'or pour la franc-maçonnerie européenne. Le général, le consul puis l'empereur fut entouré de francs-maçons. Et on se demande même si Napoléon n'aurait pas été à l'origine de la création de certaines loges, telles la loge Isis au Caire pendant la campagne d'Égypte avec le général Kléber. C'est d'ailleurs en Égypte que l'on pense que Napoléon, s'il y a été initié, aurait vécu l'initiation. D'autres hypothèses existent en France, à Nancy ou à Malte, tout cela avant le Directoire, donc pendant sa période de général. Aussi, selon certaines suppositions, si Napoléon eût été franc-maçon, il aurait été initié pendant sa carrière militaire, ce qui fait fortement penser à l'apparition de toutes ces loges militaires qui ont permis finalement de se développer en Europe. Âge d'or pour la franc-maçonnerie, l'Empire ? En effet, car les campagnes napoléoniennes ont connu leur lot de création de loges militaires, l'implantation ou la confirmation de la franc-maçonnerie dans plusieurs pays d'Europe et une certaine institutionnalisation de la franc-maçonnerie en France. La période 1799-1815 est en effet un faste pour la franc-maçonnerie et en France et en Europe. On ne compte plus les grands dignitaires qui travaillent de midi à minuit, ni les membres de la famille Bonaparte qui ont été initiés. Mais qu'en est-il alors de Napoléon lui-même ? On sait qu'il a participé de près ou de loin à l'institutionnalisation de l'ordre en France et en Europe. Il en était conscient et il voulait compter sur l'influence des frères pour les affaires de l'Empire. De là à être lui-même initié, mystère. Mais on a envie de savoir, alors que Cambacérès est grand maître adjoint du Grand Orient de France, chef suprême du rite français, Napoléon, est-ce qu'il était franc-maçon ? Alors que ses propres frères, Jérôme, Joseph, Louis, sont francs-maçons, et que tout le monde le sait. Et alors, Napoléon, franc-maçon ou pas ? On entre pleinement dans ces débats d'historiens. Vous savez, il y a deux écoles, voire trois. Il y a les convaincus que oui, les persuadés que nous... Il y a les convaincus que oui, les persuadés, et ceux qui sont les mesurés. Aucune source ne nous permet d'affirmer que Napoléon a été franc-maçon. Et même dans cette école, il y a le sous-courant de rien ne nous permet d'affirmer qu'il l'a été, mais rien ne nous permet d'affirmer qu'il ne l'a pas été. Le mystère est quasi entier. Quasi entier car les différentes hypothèses de part et d'autre ne sont pas dénuées de sens. Napoléon initié à 16 ans. Son père, dit-on, était franc-maçon. En Égypte, c'est la thèse romantique. Mais il faut dire qu'il était bien entouré lors de cette expédition et que le contexte était propice. Plus tard, plus tôt, dans une loge militaire, une fois empereur, maître maçon de droit car de toute façon il est consul à vie, puis il est empereur et garant des libertés de la franc-maçonnerie, c'est une théorie qui peut être évidemment tentante. Mais le doute persiste finalement. Et puis ces affaires peuvent rester ainsi, et c'est très bien comme ça. Très bien car on sait que le travail d'historien à ce sujet n'est pas fini, qu'il peut se poursuivre et que de belles choses peuvent être encore recherchées et trouvées. Ou pas, car là aussi est le travail de l'historien. Ne rien trouver dans les archives, c'est trouver qu'il n'y a rien à trouver. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais le truc, c'est qu'il y a un truc, c'est que le contexte en fait est trop beau pour que Napoléon ne soit pas franc-maçon. Mais c'est très bien comme ça aussi, car l'histoire est faite également de mystères, de rumeurs, de choses dites, d'incertitudes. Vincent de Paul, pour l'avoir étudié, a-t-il été enlevé par des pirates en Méditerranée et retenu captif plusieurs années en Arabie, dans l'actuel Maghreb, avant de revenir en France presque comme par miracle ? Ça fait partie de la légende de Vincent de Paul, et la légende fait partie de l'histoire de Vincent de Paul. Mais ça, pareil, on ne saura jamais. Alors Napoléon, au final, franc-maçon ou pas ? Le débat peut encore être ouvert et les sources ne demandent qu'à être exploitées. Merci Alexandre. Alors on dit Napoléon franc-maçon, mais après on dit il a peut-être été initié.
C'est-à-dire qu'on peut être initié, et puis après, finalement, une fois qu'on a goûté aux chartes de l'initiation, on ne fréquente plus de loge. Hein. Ça peut aussi arriver par curiosité, par entraînement, parce qu'il faut en être, hein, comme disait l'autre. Qu'est-ce que ça changerait pour vous si vous appreniez que Napoléon avait été initié? Je ne dis pas qu'il a été franc-maçon, c'est-à-dire que dans la durée de sa vie, il a continué à fréquenter des loges, mais s'il avait été initié au mystère de la franc-maçonnerie. Là, il y a deux choses différentes déjà. D'une part, s'il avait été franc-maçon, donc vraiment assidu, franc-maçon durant toute sa vie, on l'aurait su. On l'aurait su, je pense. Voilà, tout à fait. Initié, bon, il aurait été initié. Au moins, on aurait su qu'il aura vraiment vécu l'initiation. Après, qu'est-ce que ça va changer? En soi, rien. Mais je pense quand même que ça changera dans le cadre de la recherche historique. La recherche historique, c'est ça qui est merveilleux, notamment quand on étudie en histoire antique ou médiévale pour le Haut Moyen-Âge. Il suffit de découvrir un fragment de source qui n'avait pas été découvert auparavant d'une source antique pour que tout change en fait finalement. On découvre des textes antiques qui sont que des fragments, on n'a que des extraits au final. Il suffit de trouver l'extrait du milieu qui va finalement changer le sens de tout ce qu'on a pu comprendre de tel auteur ou de tel personnage antique. Ça, je pense que c'est quelque chose de... Voilà, au moins, l'histoire et les historiens sauront que Napoléon aura été initié, et c'est vrai, on peut le confirmer. Le mystère, en fait, sera résolu. C'est juste ça, au final. Rien ne va changer dans mon quotidien, ni dans la grande histoire. Mais l'histoire, dans le sens du travail de l'historien, aura avancé, d'une certaine façon. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Vous confirmez aussi bien Alexandre que Raphaël qu'il n'y a aucun écrit qui sous-entendrait que Napoléon a été initié. Je vais peut-être laisser Raphaël répondre. Mais moi, ce que je dirais d'abord, c'est qu'on a des écrits qui laissent éventuellement, potentiellement, peut-être bien sous-entendre que, mais c'est pas écrit noir sur blanc. Voilà, on n'a pas, je veux dire, le tracé, un compte rendu éventuel de quelque chose qui se serait passé. Voilà. Je ne sais pas sur cette question des archives. J'ai lu le livre de François Colaveri, lequel est une belle étude très sérieuse, très étayée. C'est un véritable travail d'historien, il faut le souligner. Et alors, je ne l'ai pas vu en librairie, je ne sais pas si ça a été réédité comme d'autres textes importants, majeurs sur Napoléon et la période. Mais si ça n'a pas été le cas, vraiment, il devrait faire l'objet d'une réédition parce que c'est un véritable livre d'histoire. Voilà, ça je tiens. C'est chez Taillandier, je crois. C'était chez Taillandier, oui. Je ne sais pas si Taillandier, ça date quand même. Là, il est toujours trouvable. Il y a beaucoup de rééditions. Non, je pense qu'il n'a pas été réédité. Donc François Colaveri est issu d'une famille de maçons, de francs-maçons d'origine italienne, la famille Colaveri qui s'était installée à Pantin. Et d'ailleurs, il raconte dans une interview qu'il entendait, jeune enfant avec son frère César, les bruits des frères de l'équité qui se réunissaient à l'étage au-dessus, puisque la loge était aménagée au-dessus de chez eux à Pantin. Bref, et donc François Colaveri est, donc je le refais assez vite, le fils d'Ezio Colaveri, qui est l'un des fondateurs de la loge Jean Jaurès de la Grande Loge de France, loge qui avait été créée à la Grande Loge de France par des frères du Géo, du Grand Orient, parce qu'à l'époque, en 1917, le Grand Orient de France ne voulait pas créer une loge pacifiste, puisqu'ils étaient pour l'union sacrée, ni une loge qui a comme titre distinctif le nom d'un socialiste, parce que c'était inconcevable d'avoir le nom d'un socialiste en 1917 au Grand Orient de France. Donc les frères Colaveri vont faire la loge Jean Jaurès au sein de la Grande Loge de France. Alors, je vous passe un certain nombre de choses. Il faudra noter que à partir de 1921, François Colaveri va également être membre d'une autre loge. Il sera député de Jean Jaurès, toutefois il sera vénérable maître de Jean Jaurès aussi, mais il sera également député d'une autre loge qui s'appelle le Portique, qui avait été une loge qui avait été créée par Albert Lantoine en 1910 et qui après en 1919 avait un peu sombré puisque il n'y avait plus de frères suffisamment actifs après la guerre, quoi. Ils étaient faute de combattants, la loge avait périclité et elle est réveillée en 1921. Avec un certain nombre de frères, dont Michel Dumesnil de Gramont. Elle est inaugurée par le grand maître Gustave Mesureur. Et François Colaveri est de la partie et donc dans la deuxième mouture du Portique. Et c'est là notamment qu'il rencontrera, parce qu'il y a tout un tas de personnalités qui vont entrer au Portique, Georges Dumézil, le grand anthropologue, etc., le père de la trifonctionnalité, qui après une jeunesse un peu maurassienne, avait été convaincu par Albert Lantoine de rentrer à la Grande Loge de France.
Et François Colaveri, c'est là où il va rencontrer Georges Dumézil, qui préfacera 50 ans après la franc-maçonnerie des Bonaparte. Pendant la guerre, il va devenir le secrétaire de Lucien Le Foyer, qui sera futur grand maître de la Grande Loge de France. Et surtout, à partir de 1920, il travaille à la Grande Loge de France. Il sera dactylo au début, puis il va finir secrétaire général de la Grande Loge de France. Il va travailler pendant 20 ans à la Grande Loge de France. Et quand on lit avec César, son frère, c'est un type brillant, intelligent, qui a quitté l'école à 13 ans, comme beaucoup à l'époque. Mais c'est un type brillant, intelligent, qui lit beaucoup et qui, par son intelligence, son dynamisme, a fait sa place à la Grande Loge pendant 20 ans, où il côtoiera notamment tous les jours, puisque lui était bibliothécaire, Albert Lantoine, qui était bibliothécaire de la Grande Loge. Et donc, c'est une amitié de 20 ans, j'allais dire, et quotidienne, puisqu'ils vont travailler. À l'époque, il y avait 4 personnes qui travaillaient à la Grande Loge de France, voilà, ou 5 peut-être, 4 ou 5. Et donc, il va avoir cette relation quotidienne avec Albert Lantoine à la Grande Loge. Arrive la guerre, donc il travaille pendant 20 ans à la Grande Loge de France. Si on lit les convents, les tenues de Grande Loge, tout ça, on trouve toujours le nom de François Colaveri. En 40, c'est lui qui amène les archives, qui va tenter de sauver les archives de la Grande Loge avec Michel Duménil de Gramont. Ils vont essayer de les planquer à la campagne. Une partie seront détruites après quand les Allemands vont arriver. Enfin bon, voilà. Il va se réfugier à Marseille parce que il va dans la famille de chez ses parents. Et puis il va rentrer dans la résistance. Il va vraiment être très résistant, lui, pour le coup. Et puis, il va... Il y a cet article que j'ai retrouvé, je crois qu'il datait de 1943, vous savez, de Paul Riche, celui qui, sous le patronyme de Jean Mamy, avait fait Forces occultes, ce film anti-maçonnique, qui, avec Jean-Marc Rivière, Paul Riche venait du Géo, Jean-Marc Rivière venait de la Grande Loge. Donc, ils appellent les autorités à agir contre le curieux bureau d'importation que tiennent à Marseille les Juifs Colaveri. Il n'était pas juif, mais enfin bon, c'est pas grave. Les Juifs Colaveri, qu'attend-on pour crever l'abcès, demande l'auteur. Il faut agir durement et à fond. Heureusement, Colaveri se barre avant. Et puis, il va à la Libération. Il est... Le gouvernement provisoire le nomme chef de cabinet du préfet, puis sera secrétaire général de la préfecture. Il va entamer là une grande carrière préfectorale qui va l'amener, je vous passe tous les détails de sa carrière préfectorale. Un moment quand même un peu particulier de la vie de François Colaveri, où il a joué un rôle important, c'est en juillet 1947. Il est secrétaire général de la préfecture de Marseille, et il y a l'Exodus, vous savez, ce bateau de juifs qui tentent d'aller en Palestine mandataire britannique, que les Anglais ne veulent pas faire accorder. Et c'est François Colaveri qui les accueille à Marseille. Il leur donne l'accueil au nom de la République. Il a téléphoné évidemment au ministre, etc. Il a l'accord du gouvernement pour les accueillir. Eux vont refuser de débarquer en France puisqu'ils veulent aller en Palestine. Mais ils seront toujours reconnaissants parce que François Colaveri a mis de l'eau, des vêtements, de la nourriture pour qu'ils repartent dans des bonnes conditions. Et l'État d'Israël, j'ai eu une confirmation par sa famille, jusqu'à la mort de François Colaveri jusqu'en 1989, tous les ans, le jour anniversaire de la création de l'État d'Israël, l'ambassade d'Israël en France amenait un cadeau, alors je sais pas, peu importe, une lettre de l'ambassadeur et un cadeau à François Colaveri en remerciement de ce qu'il avait fait à Marseille en juillet 1947 pour les Juifs de l'Exodus. Il est, comme on l'a vu, il a travaillé pendant 20 ans, mais il est celui que Albert Lantoine appelle le disciple dont je suis le plus fier. C'est-à-dire, j'ai retrouvé ça parce que dans l'exemplaire de la lettre au souverain pontife d'Albert Lantoine, dédicacé à François Colaveri, ça commence par « au disciple dont je suis le plus fier ». Et c'est là où on voit la fibre historique de François Colaveri prend racine dans cette amitié, dans cette filiation, j'allais dire, intellectuelle avec Albert Lantoine. Et d'ailleurs, François Colaveri, lorsqu'Albert Lantoine meurt en 1949 chez lui, le 7 mars 1949, il y a 3 frères qui l'entourent. Il y a Antoine Gallien, qui est
un dessinateur et un peintre. Il va d'ailleurs faire le portrait, je l'ai vu, de François Colaveri, d'Albert Lantoine mort, dédié à François Colaveri. C'est à François Colaveri le truc. C'est Étienne Gou qui est l'historien du rite et François Colaveri qui tient la main d'Albert Lantoine au moment de sa mort. Et il sera en 1951 les deux seuls, il y en a deux qui sont passés directement du 3e au 33e degré et cooptés au Suprême Conseil de France. C'est Marcel Flouret et François Colaveri en 1951. Voilà, si vous ne le savez pas, maintenant il y en a que deux dans le XXe siècle. Voilà, Marcel Flouret qui sera, je crois, directeur d'EDF, etc., et qui est celui qui a un grand résistant, et qui est celui, quand on voit De Gaulle près de Notre-Dame, là, dans le défilé de la Victoire, il y a un petit gros à côté du général De Gaulle qui est très grand, c'est Marcel Flouret qui est à côté, voilà. Donc c'était quand même des personnages un peu d'envergure, on va dans les oublier, mais enfin, Flouret et Colaveri. Et donc il va se passionner il avait déjà eu un prix du Portique, un prix d'histoire de la loge Le Portique en 1927, François Colaveri, pour des travaux sur, je ne sais plus, sur Talleyrand, je crois justement, je ne sais plus. Bref, peu importe. Et il va se mettre à étudier sur la franc-maçonnerie et la famille Bonaparte et Napoléon. C'était le sujet de son doctorat ? Voilà, c'était le sujet de son doctorat. C'était Napoléon, la franc-maçonnerie des Bonaparte. Et donc, il va en faire une thèse qu'il va soutenir. Il va avoir son doctorat d'histoire, avec mention très bien, etc. Et il va en faire 2 livres. Un qui s'appelle La franc-maçonnerie des Bonaparte, dont on a parlé, qui est préfacé par Georges Dumézil, excusez du peu. Et l'autre, qui est Napoléon franc-maçon, point d'interrogation, qui est donc réédité chez Taillandier, et qui, lui, est préfacé par Jean Tullard. Et puis, il va partir entouré de l'affection des siens, en 1989. Et voilà, c'est une belle vie d'un beau-frère qui a fait plein de choses extrêmement différentes, mais toujours, qui a su être là au moment essentiel et qui a su donner plus que de son temps et de son énergie pour la loge Jean Jaurès, la Grande Loge de France, le Suprême Conseil, le rite écossais, et qui a fait ses travaux d'histoire assez uniques, il faut le dire, à la fin de sa vie, puisque donc, comme il a passé sa thèse en 1982, il avait 82 ans quand il l'a fait. Ça force le respect quand voilà. même. Pour donc, tous les thésards autour de cette table. Il avait quitté l'école à 13 ans, il a repris les études à 75 et il a passé sa thèse de doctorat à 82 ans. Il a été brillamment... voilà. Gilou, on attend que tu aies 80 ans pour te remettre aux études. Tout à fait. Merci Jean-Laurent. Alors, il faut rappeler aux auditeurs qu'il y a un blog qui s'appelle le blog de Jean-Laurent Turbet. Oui, c'est le blog des spiritualités, jlturbet.net. Voilà, c'est facile à trouver. jlturbet.net. Et donc... malgré les apparences, c'était un résumé de l'article très 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 complet sur François Colaveri, qui est passionnant à lire et qui est illustré, en particulier les portraits que vous avez évoqués dans votre chronique. Oui, j'ai eu la chance d'avoir accès à un certain nombre d'archives de la famille Colaveri notamment, et puis des choses que j'avais glanées au fil du temps, puisque moi j'ai découvert François Colaveri il y a près de 20 ans, et il y a près de 20 ans que je me dis, il faut qu'un jour je fasse un article sur François Colaveri. Je suis un peu long à la détente, mais 20 ans après que l'idée me soit venue, ça y est, il est fait. Ouais, puis Colaveri, c'est very good. C'est Colaveri good. C'est fort, c'est très fort. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'il était originaire sa famille était originaire de Livourne. Et Livourne, il faut savoir qu'à l'époque de Bonaparte, c'était un port. Je viens juste de lire ça en 30 secondes, mais ça confirme ce que je pensais déjà. Que Livourne La chronique inopinée sur le pouce. Livourne était un des ports, voire le port le plus dynamique à l'époque de Méditerranée, puisque c'était le seul port qui pouvait fonctionner à l'époque avec la problématique de la guerre entre la France et l'Angleterre. Micro, s'il vous plaît. Pardon, je n'ai pas rebondi, je continue. Et donc qui était un port qui pouvait fonctionner à recevoir des marchandises à peu près partout. Et à ce moment-là, le directoire via Bonaparte a décidé d'envahir en fait Livourne pour l'occuper, et c'est le début de la déchéance de Livourne. Donc est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre la volonté de faire un raid sur Napoléon ou pas de la part de la famille via cette petite anecdote de l'histoire? Mystère. Encore un de plus.
Jean-François, vous aviez une question à poser à l'ensemble des personnes autour de cette table à propos quand je vois de Joséphine. L'érudition autour, là, c'est je dois avouer que ça gratte. Je me fais ça démange. Et moi, je voudrais poser une question. Alors, je ne sais pas qui, mais quand on parle de Napoléon, bien sûr, mais il y a Joséphine aussi. Joséphine, la Malmaison. Donc, qui dit Malmaison dit les maçonnes, pardon, les loges d'adoption. Mais c'est toujours un côté un petit peu, comment dirais-je, un petit peu sombre, parce qu'on ne sait pas très bien voilà, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Alors, voilà, c'est une question que je pose. Dommage que nos sœurs ne soient pas là ce soir, déjà. Oui, elles sont défilées. C'est juste un clin d'œil à nos sœurs qui ne sont pas là. Alors oui, Jean-Laurent Turmet. Joséphine de Beauharnais était franc-maçonne, vraisemblablement avant même la Révolution. Que Joséphine Baker. Voilà. Oui, alors Joséphine Baker a été franc-maçonne. Alors là, pour le coup, comme Napoléon, peut-être une journée. C'est-à-dire qu'elle est venue le jour de son initiation et les sœurs de la Grande Loge féminine de France l'ont jamais revue après. Mais c'est pas grave, initiée un jour, initiée toujours. Elle était franc-maçonne, Joséphine Baker. Mais en ce qui concerne Joséphine de Beauharnais, son mari, avant d'être décapité, était aussi franc-maçon. Elle était membre d'une loge d'adoption et elle a remis au goût du jour les loges d'adoption. Elle était grande maîtresse des loges d'adoption. Alors il y en avait quelques-unes, notamment à la Malmaison, mais à Paris, on ne compte plus, je dis, les loges Sainte-Joséphine, Sainte-Caroline, etc., qui étaient des loges souchées sur des loges d'hommes, donc des loges d'adoption. Et souvent, d'ailleurs, ce qui est rigolo, dans des loges qu'on appelle écossais, c'est-à-dire qui pratiquaient le rite écossais. On retrouvera après la maçonnerie, bien des années après, au sein du rite écossais, avec la création du DH et de la Grande Loge féminine de France, près de 100 ans après. Mais il y a un document assez précis, c'est qu'elle va installer comme, on va dire, grande maîtresse provinciale, on va dire comme ça, la baronne de Dietrich. Et on connaît, alors je pense que son mari est mort à l'époque, mais si vous vous rappelez, le baron de Dietrich, c'est le maire de Strasbourg, qui a accueilli Rouget de Lille. Quand on voit Rouget de Lille qui chante les premiers mots du chant de guerre de l'armée du Rhin, qui s'appellera la Marseillaise, parce que c'est les Marseillais qui vont le chanter tout le long de la route, il y a une dame qui est au piano, c'est la baronne de Dietrich, et celui qui écoute, c'est monsieur de Dietrich, qui lui est membre de la franc-maçonnerie templière, de la stricte observance templière, enfin bon, qui est franc-maçon, et qui avait demandé à son frère de loge, puisqu'il maçonnait là où il était en garnison, de lui écrire ce chant de guerre pour l'armée du Rhin, parce qu'il trouvait le Saïra un peu trop guerrier, enfin un peu trop sanguinolent, les aristocrates à la lanterne, etc. Lui, bon, voilà. Le baron de Dietrich, il n'aimait pas trop les aristocrates à la lanterne, donc il a demandé à son frère de loge, Rouget de Lille, et donc c'est en venant installer, je crois que par contre, il me semble que Dietrich est mort à ce moment-là, mais que Joséphine de Beauharnais, en tant que grande maîtresse des loges d'adoption, vient installer la baronne de Dietrich comme grande maîtresse provinciale. Bon, la maçonnerie d'adoption va être un peu comme la maçonnerie normale, j'allais dire, si tant est que c'est une maçonnerie anormale, la maçonnerie d'adoption, mais elle va s'effondrer à la fin de l'Empire, puisque tous les dignitaires du Grand Orient, comme les dignitaires féminines des loges d'adoption, sont très liés à l'Empire, et donc, Joséphine mourra avant la fin de l'Empire, mais voilà, s'écroule à la fin de l'Empire. La maçonnerie masculine va avoir beaucoup de mal à se remettre. Il n'y aura pas de grand maître du Grand Orient pendant je ne sais pas combien de temps, 100 ans, puisque après le départ de Cambacérès, il y aura un président du Conseil de l'Ordre, mais pas de grand maître avant 100 ans après. Et puis il va falloir attendre 1821 pour que le Suprême Conseil de France, lui, se reconstitue avec le peu de force qu'il avait. Parce que voilà, il n'y avait plus beaucoup de frères après l'Empire, et qui va créer la loge de la Grande Commanderie le 6 juin 1821 et le 12 août 1822, la Grande Loge Générale de France, qui va être la mère loge de la Grande Loge de France, puisque le Suprême Conseil de France va donner l'indépendance aux loges symboliques, c'est-à-dire les 3 premiers degrés, apprentis, compagnons et maîtres, par le décret du 7 novembre 1894, qui va prendre effet le 1er juin 1895, qui créait la Grande Loge de France. Voilà. Philippe. On arrive au terme de notre émission à 2-3 soleils. Eh ben oui, c'est l'heure, Jean-Laurent. Oui. On arrive au terme de notre émission et d'habitude, à la fin de chaque émission, on fait une petite chronique littéraire, des nouvelles sorties. Malheureusement, les éditeurs sont un petit peu à court de parution en ce moment. Hein. C'est un peu raide. Jean-Laurent, j'ai 2 livres à vous recommander.
J'ai 2 livres à vous recommander très vite. L'un qui est un livre de Claude Collin, qui est l'histoire du riz écossais ancien accepté par un grand commandeur, qui est vraiment un très bon bouquin, parce que c'est un vraiment synthétique. Parce que souvent, moi j'ai bien par exemple les bouquins de Trébuchet, mais il y a 8 volumes, quoi, voilà. Donc là, c'est un bouquin synthétique, et puis avec l'aspect un peu praticien du rite que j'aime bien. C'est une biographie d'Emmanuel Arago, le fils de François Arago. Et alors, moi aussi, il y a 20 ans, comme il y a 2 loges du Grand Orient assez célèbres, certains se rappelleront de Pierre Mollier ou de Laurent Kupferman ou des gens comme ça, dans la loge Emmanuel Arago, Vérité prime tout. Et dans une nouvelle loge mixte maintenant qu'ils ont créée qui s'appelle Arago Vérité, donc qui se réfère à Emmanuel Arago. Donc moi, il y a encore 15 ans, je pensais qu'Emmanuel Arago était une figure du Grand Orient de France. Bah, pas du tout. Emmanuel Arago a été initié par Adolphe Crémieux en 1870 dans la loge qu'il avait créée à Boulogne-Billancourt, spécialement pour initier un certain nombre de personnalités, où il initiera Jules Simon. Et il va coopter en 1874 Emmanuel Arago, qui deviendra son lieutenant grand commandeur, c'est-à-dire celui qui sera le numéro 2 du Suprême Conseil, qui sera destiné à lui succéder. Et malheureusement, comme il est ambassadeur de France à Berne, il ne peut pas être succédé à Crémieux, à la mort de Crémieux. Et puis, par contre, en 1894, ils vont lui faire toujours la même proposition d'être, pour cette fois-ci, le premier grand maître de la Grande Loge de France indépendante en 1894, mais il est toujours à Berne. Il est toujours à Berne, et donc il va refuser également. Mais Emmanuel Arago, qui est donc le fils de François Arago, le plus grand savant de son temps, qui est un républicain farouche, hein, Emmanuel Arago, à la gauche de la gauche, on va dire ça comme ça, gentiment. Voilà, un républicain farouche et obstiné, on va dire, le fils de son père, François Arago. Et donc, voilà, il n'a rien à voir avec le Grand Orient. C'est juste que la loge Emmanuel Arago est partie de la Grande Loge de France en 1963, qu'elle s'est alliée avec une loge qui s'appelait Vérité prime tout, et que ça donne cette loge-là. Et voilà, donc un superbe bouquin sur Emmanuel Arago que je vous recommande et que je vous recommanderai en détail dès que j'aurai fini à la fois de le lire, mais ça c'est dans pas de temps, et de faire l'article. Figurez-vous que Radio Delta reçoit des courriers d'auditeurs. Et oui. Et on est censé leur répondre. Tout à fait. Bah oui, bien sûr, on est censé leur répondre. Alors j'ai reçu 3 lettres ce mois-ci, en fait. La première, c'est la lettre d'un petit Benjamin. Nous écrit la chose suivante. Je suis inquiet pour mon père. Il sort souvent seul le soir et personne ne sait ce qu'il fait. Il reçoit des hommes à qui il fait la bise et personne ne peut les déranger. Et en plus, je l'ai surpris devant la glace avec un tablier et des gants alors qu'il ne fait jamais la vaisselle. Bref, j'ai peur que mon père soit devenu homosexuel. Réponse de Radio Delta. Mon cher petit Benjamin, est-ce que ton père a ressorti ses vieux vinyles de Sheila ? Est-ce qu'il écoute en boucle du Chantal Goya et du Dalida à tue-tête seul dans sa chambre ? Non. Est-ce que ton père a changé de coupe de cheveux ? Est-ce qu'il porte une petite moustache à la Freddie Mercury ? Non. Est-ce que ton père s'est inscrit récemment dans un club de sport et laisse traîner ses magazines de culturisme dans la salle de bain ? Non. Eh bien, rassure-toi, mon petit Benjamin, ton papa n'est pas homosexuel, il est juste franc-maçon et doit certainement fréquenter une loge masculine. Deuxième courrier que j'ai reçu la semaine dernière, c'était le courrier de Gaston. Gaston qui nous écrit ceci. Il nous écrit pour nous demander s'il est normal d'avoir à verser de l'argent sur un compte en banque suisse pour entrer dans une loge maçonnique marseillaise. Il nous dit que le vénérable de la loge lui a demandé de verser 1 000 € sur un compte numéroté et surtout de ne pas en parler aux autres membres de la loge. Réponse de Radio Delta, oui Gaston, oui c'est normal. Et d'ailleurs, estimez-vous heureux car d'habitude la somme est beaucoup plus élevée, surtout dans le sud de la France. Versez donc cette somme sans attendre et vous verrez, vous ne regretterez pas Gaston, car après quelques années pénibles, vous serez obligé de faire des simagrées, de présenter des planches et d'assister à des réunions ennuyeuses, vous prendrez le pouvoir et serez bien content de pouvoir demander à votre tour un acompte personnel au futur candidat. À ce propos, Gaston, je vous rappelle que la réponse personnalisée au courrier d'un auditeur trop curieux est facturée 150 € et que mon compte PayPal est PHB 123. Enfin, dernière lettre, une lettre toute sympathique d'une certaine Paulette. Paulette qui nous écrit la chose suivante. J'ai attendu que mes enfants soient casés, d'être à la retraite et la mort de mon mari pour poser ma candidature et devenir franc-maçonne. Mais j'ai 79 ans et j'ai peur d'être un peu vieille. N'est-ce pas trop tard ? Paulette,
Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, et même si tu es vieille, car tu es vieille, Paulette, tu verras que dans ta loge, tu vas en trouver de plus vieux et de plus vieilles que toi. Et puis, ne dit-on pas que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures? Alors, n'hésite pas, fonce, pose ta candidature, mais demande à bénéficier d'un aménagement de la cérémonie d'initiation en raison de ton âge pour éviter de prendre froid et de tomber ou de ne pouvoir te relever. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez nous adresser vos lettres, chers auditeurs trop curieux, et nous vous répondrons avec grand plaisir. From somewhere in Paris City, in direct line with audience, it's Under Trois Soleil. Tonight with your host, Philippe Benamou. Oui. Miss Viviane Bensoussan. History Man, Jean-Laurent Trobet. Yeah. Doc, Mary-Pascal Schleur. Ghosty Boy.